Bienvenue dans On en parle, votre émission qui décrypte l'actualité, qui décrypte la politique, en fait, qui parle de sujets qui vous intéressent. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique. L'Afrique, le rêve a-t-il un prix? On va recevoir deux invités qui ont une expérience sur le continent, puisqu'on nous chante le retour à la terre-mère, on nous chante le Wakanda. On verra si, pour nous, afro-descendants, issus des territoires des Antilles, eh bien, si c'est si simple que ça. On reçoit avec moi, j'ai Jean-Paul Kiko. Baléoa. C'est ça. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Jean-Paul? Très bien, très bien. D'accord. Parle-nous de ton expérience. Ça a commencé quand? À partir de quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si tu as eu un déclic, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bon, alors, c'est vrai, hein, le rapport à l'Afrique, ça fait un moment, ça fait quelques années déjà, hein. C'est vrai qu'il y a toujours eu, depuis très jeune, hein, déjà beaucoup d'affection sur l'Afrique par rapport à ma famille, par rapport à ma culture, tout ça. Et c'est vrai que bon, il y a eu un premier contact. J'étais quand même jeune avec l'Afrique, hein, en 91, c'était en Égypte, où l'idée c'était vraiment de commencer à découvrir aussi le berceau de l'humanité. Et donc j'ai même pas encore passé le bac, donc ça a été déjà quand même très tôt une première expérience avec le continent, où là je voyais une approche quand même de l'Afrique assez spéciale, mais surtout une approche assez enrichissante parce que ça me permettait de voir mais déjà la richesse et la puissance de l'Afrique. Donc ça c'était mon premier contact Déjà en avec le continent. 91. 91. Deuxième chose, quelques années plus tard, vraiment plus tard, je pars dans le cadre d'un voyage thérapeutique, on va dire, avec des professionnels de santé en Côte d'Ivoire en 2017. Et là, justement, ça tombe très bien. On est sur une partie médicale, parce qu'on y a plusieurs professionnels de santé, mais aussi une partie culturelle. C'est-à-dire qu'on leur disait que par rapport à notre culture, on peut apporter justement un plus au niveau de la santé. Et c'est la démonstration qu'on avait été faire avec Indes Troisca, avec Monet Dreville, avec pas mal de personnes. Et là, c'était aussi une approche très riche parce que là, je sortais d'Égypte, je passais en Côte d'Ivoire, c'était encore une autre Afrique, mais aussi, surtout avec un retour aux sources qui devenait vraiment encore plus ancré, quoi, parce que au-delà, comme je disais, de l'aspect médical, on venait pour des séminaires, des choses comme ça, mais on partageait surtout nos cultures, que ce soit au niveau de la danse, du croquat à l'époque, et aussi au niveau des jeux, parce que je commençais mon développement au niveau de la jouet-thérapie, comment soigner à partir des jeux traditionnels. D'accord. Donc ça a été une approche sympa. Mais est-ce qu'on peut dire que les cultures sont similaires ou est-ce qu'il y a des points effectivement qui se ressemblent entre la culture qu'on connaît en Guadeloupe, en Martinique, et celle peut-être que tu as pu tester, je vais dire, en Égypte ou en Côte d'Ivoire? Non, on est dans des mondes vraiment un petit peu différents, très très différents même, j'ai envie de dire. Euh, L'Afrique, c'est le berceau, c'est la mer. Donc, les choses sont beaucoup plus profondes dans les échanges, dans les rapports, dans la compréhension, même dans la vie. On est sur d'autres thématiques. La vie est différente. Donc, la culture est vécue, j'ai envie de dire, même différemment. Là où nous, par exemple, en Guadeloupe, on est sur une base où on organise notre culture. Là-bas, j'ai plutôt envie de dire, ils vivent leur culture. On D'accord. est déjà dans un autre tempo. C'est-à-dire que des choses qu'on va faire occasionnellement pour des circonstances, eux, c'est leur quotidien, j'ai envie de dire. Donc, c'est un autre rapport déjà à la culture. Mais je sens quand même une espèce d'approche un peu avec beaucoup d'humilité. Euh, Est-ce que c'est ton expérience, je vais dire, qui a commencé tôt, qui t'a permis d'avoir cette humilité-là, ou peut-être que c'est de ta nature, peut-être que c'est un caractère, un trait de caractère. En fait, il faut dire, c'est vrai que bon, j'ai eu la base de mes parents, de ma famille aussi qui m'a éduqué, mais j'ai eu aussi, j'ai fait quand même 8 ans d'études aussi avec Omotunde Kalala. Et donc, à partir de cette base-là, c'est clair que ça nous permettait de comprendre l'Afrique et de voir l'Afrique avec un autre regard, un autre curseur. Et l'idée, c'était justement à chaque fois de comprendre l'Afrique comme elle est, avec toutes ses richesses, avec toute sa puissance,
mais surtout avec toutes les réponses qu'elle apporte aussi à l'humanité de façon globale. Donc c'est pour ça que c'est vrai que quand je parle de l'Afrique, quand je vis en Afrique, il y a déjà beaucoup de respect. Je suis déjà très content, mais une reconnaissance quand même que si aujourd'hui je suis là, en Guadeloupe, si je suis caribéen, je suis guadeloupéen, c'est aussi parce qu'il y a une histoire quand même qui était là avant moi. Mais c'est surtout parce que cette histoire m'a organisé, m'a structuré, m'a permis de m'élever. Afin qui tu es aujourd'hui. Avec qui je suis actuellement. Donc c'est pourquoi, oui, tu parlais d'humilité, mais c'est vraiment, oui, du respect, de l'humilité, mais aussi, je regarde l'Afrique à chaque fois qu'un regard d'enfant émerveillé, comme s'il voyait un cadeau. Parce que au-delà de toutes les, parfois on peut appeler ça difficultés, situations problématiques, ça reste quand même un territoire où les fondamentaux sont là. D'accord. Donc, ça, c'est pour le cadre. Mais aujourd'hui, Alors, quelle est ta vie, quel est ton rapport avec l'Afrique aujourd'hui? Alors aujourd'hui, depuis maintenant 5 ans, 6 ans maintenant, hein, je fais la navette entre le continent et la Guadeloupe. Alors beaucoup plus avec le Bénin, mais pas que. Avec aussi donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, comme je disais, aussi le Nigeria, comme c'est à côté. Et puis également avec le Togo. On était là il y a pas très longtemps dans le cadre d'un congrès au mois de décembre. Donc déjà, mon rapport, c'est de découvrir un peu l'Afrique sur différentes facettes, déjà dans différents pays, mais aussi d'aller plus en profondeur, quoi, c'est-à-dire de créer du lien. D'accord. Tu me demandais comment j'aborde les choses, mais c'est vraiment, je me suis dit pour pouvoir m'ancrer davantage, il faut pouvoir composer avec les frères de là-bas. Il faut pouvoir comprendre leur organisation. Il faut pouvoir réaliser les différences, les nuances, des fois des trucs qui n'ont rien à voir avec notre fonctionnement, mais c'est ça la richesse. C'est ce que je trouve intéressant. C'est surtout dans les différences, parce que c'est dans ces moments clés de différence où on apprend à se connaître, à comprendre comment on fonctionne ensemble. On sent encore l'humilité. Est-ce que, parce que bon, j'entends plusieurs pays d'Afrique, etc. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que c'est une chance pour un Caribéen, un Français, donc via son passeport, d'avoir ce passeport-là pour arriver sur le continent et pouvoir je veux dire, passer de pays en pays, se balader? Une chance que peut-être d'autres du même territoire, hein, peut-être un Saint-Lucien n'aurait peut-être pas la même facilité à voyager et à faire le passage de pays en pays. Est-ce que pour toi, c'est une chance d'être guadeloupéen et de pouvoir arriver sur le continent et de passer de pays en pays? Alors, tu parles de chance là où moi je parlerais plutôt de normalité. Pourquoi? C'est pas une chance spéciale. L'idée, c'est qu'on a une origine, on a une histoire, on vient de quelque part. Le passé fait qu'on est là aujourd'hui. Et donc, pouvoir être sur le continent, quoi de plus normal? C'est comme si tu me dis que c'est une chance de pouvoir retourner chez maman après avoir, par exemple, fait mes études. Non, c'est normal pour moi. Alors, donc, effectivement, avec l'histoire et puis avec ce qui se passe actuellement, les relations qui se passent entre le Bénin, la France, la Caraïbe, la Guadeloupe, oui, c'est intéressant, c'est mieux, c'est plus pratique. Parce que c'est vrai qu'avant, on avait un regard sur l'Afrique, une image de l'Afrique, ce qu'on nous renvoyait, qui fait qu'il y avait une barrière même invisible, mais c'était un peu compliqué. mais est-ce que c'est pas aussi, il n'y avait pas des appréhensions des deux côtés, c'est-à-dire de notre côté de cette partie du monde et de leur côté aussi, peut-être et à ce moment-là, les facilités je veux dire, de conversation n'étaient pas aussi évidentes qu'aujourd'hui. Mais pour rester sur ce sujet-là, est-ce qu'on peut véritablement parler de retour? Parce que est-ce que c'est un retour, quand on parle de retour sur la terre natale ou la terre mère, etc., en sachant que aujourd'hui nous sommes bien occidentalisés, nous sommes bien français, nous sommes bien guadeloupéens, même si on a des relents où on essaie de se battre contre une forme de néocolonialisme, etc. Mais notre type de vie même est très occidentalisé. Donc, est-ce que concrètement, est-ce que sincèrement, on peut parler de retour au pays, retour à la terre-mère? Alors, il y a plusieurs niveaux. Parce que, tu vois, quand tu dis on est très occidentalisé, j'ai envie de dire oui, peut-être en surface, avec les papiers, avec tout ça, mais quand on rentre dans le non-non,
On a quand même notre langue qui est issue de pas mal de petites choses, mais quand même issue de l'origine de la terre, mais malgré tout ce qui s'est passé. On a une manière aussi, par exemple, tu vois, comment par exemple on développe beaucoup des femmes, justement leur chevelure, le rapport qu'elles ont à leurs cheveux. Mais ça aussi, on ne sait même pas. On ne sait même pas. Mais lorsqu'on a commencé à étudier, on voit bien en fait d'où on sort ça. On le fait naturellement. La manière de gérer aussi notre alimentation, nos repas. Pour nous, ça reste quelque chose, bon, on a fait coup bouillon, nous on fait nos affaires et tout, etc. Sauf que quand on rentre dans le non, on voit bien que où est-ce qu'on a récupéré ça. Et ça, c'est au quotidien. Et donc, l'image qu'on a d'être occidentalisé, c'est un fait. Mais quand on rentre dans le non des choses, quand on rentre vraiment dans l'éducation, même, je vois l'éducation que je vois chez les enfants maintenant en Afrique, mais je vois que ça, on l'avait il y a quelques années encore en Guadeloupe. Donc, au final, quand on parle de retour aux sources, c'est en fait un retour à soi-même. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que le retour, c'est pas le côté uniquement physique et d'arriver en Afrique. Le retour se fait d'abord en soi. Le retour se fait d'abord en étant en accord avec soi sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, quelle est notre mission sur Terre, pourquoi les choses s'organisent comme ça. Et quand on a cette démarche-là, en fait, tout naturellement, on se rend compte que ça devient quelque chose de capital, de pouvoir au moins créer une connexion, savoir. D'autant plus que c'est pas quelque chose de particulier à nous. C'est-à-dire que tu prendras un Chinois, tu prendras n'importe quelle personne qui soit à un moment donné, s'il n'a pas eu cette chance, cette opportunité, mais cette chance, on revient à cette chance, de pouvoir retourner chez lui, eh ben, il sent un déséquilibre. Donc pour nous, comme un Chinois, comme un Arabe, comme n'importe qui, c'est normal de pouvoir retourner à la maison. Donc, pour toi, c'est une chance, mais qui reste normale. Oui, on va Très dire bien. ça comme ça. Donc, aujourd'hui, ça veut dire que tu as un rapport particulier avec le continent africain. Donc, on a parlé du Bénin, on a parlé du Togo, on a parlé de la Côte d'Ivoire, je crois. Ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, tu as une activité professionnelle sur le continent? Ah ben oui, on développe justement depuis 5 ans. C'est-à-dire que donc moi, je suis dans le monde des jeux traditionnels, dans le culturel, entre autres. Et pour moi, c'était important, justement, ma première approche avec le continent, de comprendre comment les gens jouaient, comment les gens jouent. Pourquoi? Parce que c'est à partir du jeu, c'est à travers le jeu qu'on comprend un petit peu la société. C'est à travers le jeu qu'on comprend les rapports humains. C'est à travers le jeu qu'on voit aussi la transmission. Enfin bref, il y a tellement de déclinaisons quand on va jouer que j'ai décidé de faire de ce côté-là vraiment le socle de mes échanges déjà avec le continent. Sur cette base-là, en fait, très rapidement, quand on est arrivé au Bénin, on a fait quelques conférences, on a étudié, on a tourné un petit peu dans plusieurs villes pour comprendre comment ça se passait. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait encore un socle commun, c'était ce monde des jeux, qui est différent, qui est pas exactement pareil qu'en Guadeloupe, mais c'était ça qui était intéressant, cette richesse-là, de comprendre comment, quand on est à Soava, c'est la cité lacustre, tout se passe sur l'eau. Les gens ont un rapport aussi au jeu par rapport à l'eau. Quand on est à Alada, quand on est à Ouida, ou peu importe, on comprend comment les gens jouent, à quel moment, comment ça se passe. Et c'est sur cette base-là qu'on s'est dit, OK, puisqu'on a cette base commune, on a créé déjà une ONG. On a créé une ONG pour pouvoir toujours créer du lien entre la Caraïbe et le continent, organiser des séjours, créer aussi de la richesse culturelle, comprendre comment ils jouent, comment nous on joue. Et sur cette base-là, justement, on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin. C'est la raison pour laquelle on a commencé à créer, justement, à produire aussi, par exemple, nos jouets là-bas, à produire des animations, à produire des échanges. Donc, c'est sur cette base-là, en fait, qu'on fonctionne. D'accord. Donc, moi, je vois, quand on regarde bien, premier rapport avec l'Afrique en 91, ensuite 2017, et puis voilà. Maintenant, ça fait à peu près 5-6 ans que tu fais le lien, que tu exerces. Donc, on va dire que c'est un temps long. Si tu aurais un conseil à donner aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Réunionnais, aux Guyanais, aux Caraïbéens qui nous écoutent et qui voudraient approcher ce continent, quel serait ce conseil? Moi, je leur dirais déjà, de venir et pour apprendre, en fait, pour observer, pour comprendre comment ça se passe. Ne pas forcément venir tout de suite avec peut-être des idées en tête de développer ou de créer quoi que ce soit. Non.
Pour moi, ce serait une belle erreur. Il faudrait pas d'abord venir comprendre comment les gens vivent, comprendre les relations économiques, sociales, administratives, politiques, comprendre comment tout ça se gère pour après peut-être envisager d'aller plus loin, de fonder des structures, des entreprises, du business ou autre. Mais le plus important pour moi, le truc vraiment fondamental, c'est d'abord à comprendre comment les gens vivent, comment les gens sont là-bas. Parce que si on ne crée pas ce lien-là, comment aller plus loin si je ne te connais pas? C'est compliqué. On ne peut pas venir imposer peut-être son idée ou ces choses et tout ça, alors qu'on ne sait même pas comment les gens vivent. C'est peut-être aussi deux visions du monde complètement différentes. Puisque quand on regarde surtout l'actualité aujourd'hui, quand on regarde le fonctionnement de certains chefs d'État par rapport à d'autres pays, et même quand on remonte un peu dans l'histoire, comment les choses se sont passées, est-ce que ce n'est pas justement deux visions du monde complètement différentes? Où l'une, on essaie de comprendre comment l'autochtone fonctionne et est-ce qu'on a des liens en commun, et l'autre qui vient en réalité s'accaparer peut-être, je dirais, le territoire d'autrui. Oui, mais non, on a une conscience. C'est-à-dire que notre rapport à l'Afrique est basé aussi beaucoup sur une spiritualité. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas là n'importe comment. On vient là déjà vraiment avec du respect, comme je disais, l'envie de se découvrir, soit à travers l'Afrique, certes, mais l'envie surtout de composer. Donc quand on a ces bases-là, en fait, on ne peut pas être sur un rapport de force au départ, hein. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à se côtoyer, s'organiser, fonctionner, travailler ensemble. Et quelque part, j'ai envie de dire, même c'est des valeurs encore plus simples, apprendre à s'aimer pour pouvoir aller plus loin. Eh bien, je pense qu'on peut retenir ça, composer, apprendre à s'aimer pour aller plus loin. C'est ça même. Jean-Paul Kiko, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Et puis à bientôt. À très bientôt. L'Afrique, le rêve a-t-il un prix? On reçoit notre deuxième invité dans On en parle, Steve Rouillard. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bon, vous avez vécu un certain nombre d'événements sur le continent africain. L'invité qui était juste avant vous nous a expliqué un petit peu son rapport avec l'Afrique, avec les pays qu'il visite. On va parler avec vous de ce qui vous est arrivé et comment ça s'est produit. Vous étiez au Togo. Tout à fait. Bon, mais avant ça, vous êtes revenu depuis peu en Guadeloupe. Donc Tout à je fait. pourrais vous dire bienvenue à la maison. Merci beaucoup à vous. Mais en réalité, est-ce que vous êtes vraiment à la maison? Est-ce que vous n'êtes pas un réfugié en quelque sorte? Non, en fait, honnêtement, lorsque j'étais en Afrique, alors je sais pas si vous êtes un enfant, enfin, moi je suis un enfant de divorcé. Et donc, effectivement, lorsque j'étais en Afrique, j'avais l'impression d'être chez mon père. Et lorsque je suis rentré en Guadeloupe, j'avais l'impression d'être chez ma mère. Donc, en fait, en tout cas pour ma part, je suis bien des deux côtés, quoi. Donc, j'étais bien en Afrique. Autant à la maison en Afrique que Exactement. en Guadeloupe. Ouais, même mieux, puisque, comme on dit, à Maman, c'est le beau côté. Donc, D'accord. voilà. Comment vous êtes arrivé en Afrique? En fait, alors j'avais un projet d'ouvrir un cabinet dans un pays émergent et plus particulièrement en Afrique. Et j'ai eu l'opportunité, là, par l'intermédiaire d'un ami, d'une association avec un comptable agréé. Et donc, moi, l'idée, c'était de monter un cabinet d'expertise comptable et qui puisse se développer rapidement puisque le comptable avait déjà la clientèle et les bureaux, le personnel. Donc, cela nous permettait de passer rapidement un cap. Donc, si je comprends bien, vous êtes expert comptable en Guadeloupe. Tout à Et fait. vous vous êtes dit, je reprends un cabinet dans un pays. C'est-à-dire, l'idée, c'était de créer une nouvelle structure et effectivement de fusionner nos deux cabinets, le comptable agréé et le mien en transformant en cabinet d'expertise comptable au D'accord. Togo. Et au Togo. Mhm. D'accord. Et ça, c'est en 2025, en 2024? En 2024, effectivement, donc je suis arrivé au Togo mi-novembre 2024. Alors, pour vous dire la vérité, c'était même pas prévu à la base que j'aille au Togo. C'est parce que j'étais parti en France pour faire mes papiers, faire mes passeports. Et effectivement, on était à la mi-novembre et c'est une période calme dans mon domaine d'activité.
Donc, j'ai dit, et effectivement, j'ai contacté mon collègue pour savoir s'il était disponible et prêt à m'accueillir. Il m'a dit qu'il était disponible, prêt à m'accueillir. Donc, du coup, j'ai pris un vol du jour au lendemain. J'ai pris mon visa et je suis parti au Togo. Mais c'était pas du tout prévu à la base. Donc vous êtes un J'ai- fonceur. Vous vous êtes dit, bon, il y a une opportunité, j'y vais. Voilà, je suis un opportuniste parce que je suis un opportuniste, je suis un homme d'affaires. Et c'était la première fois. Et c'était la première fois et c'était une totale découverte, c'était un dépaysement total. Je vous avoue que lorsque je suis arrivé, heureusement que il m'a hébergé parce que c'est un dépaysement total et les 2, 3 premiers jours, je voulais même retourner, hein, parce que Retourner en France. retourner en France et ensuite retourner en Guadeloupe parce que le dépaysement était tel que j'étais complètement perdu. La seule chose, c'est qu'effectivement, eh ben, tout le pays était euh, enfin habité que de noirs quoi. Donc moi-même qui suis noir, donc c'est la seule chose qui fait que je me suis pas senti trop déstabilisé, mais pour le reste j'étais totalement perdu. Ok, d'accord. Et donc, une aventure, vous partez, vous restez du coup combien de temps? Alors du coup, alors ce qui se passe c'est que à un moment donné, courant décembre, je me rends compte que il n'est pas comptable agréé. Par hasard, on l'accompagne aux impôts et que donc c'est un comptable marron quoi qu'on appelle. La même personne qui vous hébergeait. Voilà. D'accord. Et donc à ce moment-là, bah, j'ai décidé tout de suite de prendre mes distances avec lui. J'étais pas fâché enfin, oui, non, j'étais un peu fâché parce que du coup, entre guillemets, j'étais venu au Togo pour rien. Et puis il m'avait menti, mais en même temps, il m'avait permis de sauter le pas, de venir en Afrique et plus particulièrement au Togo. Et il m'avait accueilli, quoi, gratuitement quand même. Et donc, euh, et donc j'ai décidé que, bon, vu que j'étais là, j'ai décidé de monter mon propre cabinet en partant de 3 mètres de haut avec le gardien et tout. Et, euh, et donc je fais les démarches. Et malheureusement, alors entre-temps, je déménage dans un logement moins cher, mais qui était tout aussi bien. Et en fait, compte, malheureusement, c'est début mars. Je contacte par l'intermédiaire d'un confrère qui est en Guadeloupe le passe-président de l'Ordre des experts comptables du Togo. Il m'apprend que pour pouvoir m'installer au Togo, il faut que j'ai la nationalité togolaise ou d'un pays de la CEDEAO. D'accord. Et la grande déception, et du coup, à ce moment-là, c'est soit je décide de rentrer en France, Mhm. et puis en Guadeloupe, soit je décide Prendre la nationalité togolaise. de prendre la nationalité togolaise ou la nationalité béninoise, parce que à ce moment-là, il y C'est plus a facile au Bénin. voilà, c'est plus facile au Bénin. Et donc, tout de suite, 3, 4 jours après, vu le temps que j'ai déjà passé, investi, entre guillemets, au Togo, j'ai décidé de partir au Bénin. D'accord. Mais alors, du coup, ça fait combien de temps que vous êtes sur le territoire africain alors à ce Alors, moment-là? du coup, depuis la mi-novembre, donc je quitte le Togo pour aller au Bénin. Ça fait 4 mois et demi à peu près hein, que je D'accord. suis en Afrique. Un visa classique pour entrer dans un pays comme le Togo, il est valable combien de temps? Alors moi, j'ai pris un visa touristique pour entrer au Togo. Et en fait, je travaillais en télétravail. Je gérais mes dossiers en télétravail. Et ça se passait très bien pour moi parce que comme j'étais pas dérangé, donc j'arrivais à sortir de nombreux dossiers. Honnêtement, j'ai jamais autant de travail de ma vie. Donc pour Ouais. vous, c'était mieux de travailler au Togo que de travailler Ah en oui, Guadeloupe. et oui, puisque j'avais le revenu à peu près, bon, il avait diminué, mais mon revenu à peu près de la Guadeloupe, que je percevais en euros, quoi, Mhm. avec le niveau de vie du Togo, qui est l'un des plus bas d'Afrique. D'accord. Alors, je vous avoue que c'était extraordinaire parce que Vous vous vie de sentez rêve. bien Voilà. avec les euros, mais Oui, au Togo. et sauf que je mangeais avec localement, quoi. On est d'accord. Et donc, du coup, donc vous partez au Bénin pour Oui, les démarches donc, voilà, nationalité béninoise. voilà. Comment ça se passe au Bénin? Du coup, je fais une pierre deux coups et je profite pour faire une démarche de retrouver mes ancêtres, quoi. Et D'accord. donc, Donc, voilà. la démarche, on va dire, business et en même temps la Voilà, démarche spirituelle, quoi. spirituel et familial. Et donc, en faisant mes recherches, puisque ma mère est originaire d'Anse-Bertrand, je me rends compte que, enfin, en principe, mon grand-père est originaire de la ville de Sakété.
Dans quel pays? Au Bénin, Mhm. qui est un peu au nord de Porto-Novo. Pourquoi Sakété? Parce que la grande majorité des Ansois sont originaires de l'ethnie Nago. D'accord. Et les Nago, en fin de compte, leur fief, c'est la ville de Sakété. Et effectivement, quand j'arrive à Sakété, ma grande surprise, c'est que, sincèrement, j'ai l'impression d'être à Anse-Bertrand, quoi. D'accord. Sauf que, De bon, voir des semblables. voilà, sauf que les gens sont méfiants, mais comment dire, la taille de la population, même sur le plan physique, euh, même, comment dire, en termes de comportement, Comportement, c'était similaire oui, vraiment. aux Ansois. Et au final, bah, j'ai été adopté, vraiment, j'étais très bien adopté là-bas, très bien inséré. Et donc, Donc, du coup, mm. au niveau maintenant du passeport, enfin, de la nationalité béninoise. Alors du coup, il fallait que je fasse 6 mois sur D'accord. place. Donc je faisais passer le temps donc en travaillant et en faisant comment vous dire des recherches culturelles, spirituelles, toujours familiales lorsque j'étais à Sakété. Donc je profitais pour aller à Cotonou. Alors j'avais prévu d'aller au nord, mais malheureusement j'ai pas eu le temps. Et en fait c'est courant avril, j'ai une très bonne amie togolaise qui me dit que elle a la possibilité de me faire obtenir la nationalité togolaise. Et mon erreur, c'est que je retourne au Togo, alors que il y avait déjà des tensions sociales et moi-même j'avais aussi quitté le Togo, me connaissant, parce que comme je voulais rester neutre, je voulais pas me mélanger et j'avais quitté le Togo pour le Bénin pour éviter de me mélanger dans la Aux tensions mobilisation, sociales. quoi. Donc, Ouais, aux tensions sociales. vous avez quitté le Togo pour le Bénin pour un objectif premier qui était Ouais. la nationalité. Oui. Bon, finalement, vous faites aussi des recherches familiales, etc. Mm. Et donc, vous revenez au Togo parce que vous avez une opportunité d'avoir la nationalité togolaise, du coup. Voilà, mais sachant que je fais en sorte quand même de garder mon logement. Donc, si vous voulez, le décompte se poursuit quand même. D'accord. Le décompte se poursuit puisque je devais faire 6 mois, c'est un peu compliqué. Je devais faire 6 mois au Bénin pour pouvoir obtenir la nationalité, mais le décompte se poursuit puisque, si vous voulez, Donc, vous tant êtes, que vous êtes un voilà, homme de stratège. C'est-à-dire voilà, que voilà. on dira que je suis au Bénin, même si je suis au Togo, pour voir qu'est-ce qui se passe, quoi. Oui, parce que si vous voulez, dans les conditions, on vous demande de rester en Afrique. Tant que vous restez en Afrique, dans l'espace CEDEAO, on considère que vous faites vos 6 mois de résidence au Bénin. D'accord. Donc, du coup, j'ai dit, bon, ça me coûte rien. Du Enfin, coup, j'ai été au ça Togo. coûte quand même un logement. Oui, alors, le logement, honnêtement, il me revenait à 38 euros par mois. Donc, ça va, C'est soutenable. c'est soutenable. Et donc, Donc, j'ai retour au Togo, retour au Togo. et finalement, nationalité. Et donc, alors j'ai commencé les démarches, mais malheureusement, je me rends compte au bout de une ou 2 semaines que c'est pas bon, puisque en fait, effectivement, on faisait les démarches, mais c'est sous une autre identité. Et d'ailleurs, ça va me poser des gros problèmes par la suite, Ah ouais, d'accord. lorsque je me ferai arrêter. Et donc, au bout de 15 jours, je lui ai dit non, bah laisse tomber. Mais est-ce que vous n'êtes pas tombé dans un piège au Togo? Non, non, c'est-à-dire le problème avec l'Afrique, c'est que les gens comment vous dire, les gens ont besoin d'argent pour vivre, quoi. Donc lorsqu'ils tombent sur une personne qui a les moyens, comment on veut dire, Ils font tout pour Ils font pouvoir tout pour- récupérer les moyens de cette personne. voilà, exactement. Donc c'était Mais il faut aussi que la personne, j'ai envie de vous dire, se laisse prendre. ouais, là je me suis fait prendre, sincèrement, je me suis fait prendre. Et donc à ce moment-là, j'étais censé retourner au Bénin, mais je vous avoue que le Togo est tellement un pays comment dirais-je, fascinant. De par l'attractivité du port de Lomé, ça bouge tout le temps. Vous avez des bars, des restaurants qui restent ouverts tard, les commerces restent ouverts jusqu'à 2h, 3h du Plus avec matin. le niveau de vie Voilà, guadeloupéen que très vous faible. avez Ouais, ouais. à Lomé. Bon, vous étiez... Ah oui, oui, parce que la vie à Lomé est moins chère qu'au Bénin quand même. D'accord. Ok. Et donc, bon, voilà. vous profitez donc du coup Ah oui, 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 de cette c'est attractivité. exceptionnel. Mais donc en même temps, vous attendez que vos 6 mois s'écoulent pour avoir la Voilà, nationalité béninoise. voilà. Bon, voilà. et qu'est-ce qui se passe alors entre temps? Ben, ce qui se passe, c'est que je suis confronté aux injustices sociales. Alors, ce qui se passe, c'est que bon, finalement, je reste au Togo, puisque bon, le décompte se fait au Bénin. Et
je suis confronté à la discrimination sociale avec... je me retrouve à donner à manger à des enfants de 9-10 ans pendant 15 jours, le midi, et qui ne vont pas à l'école. Je suis confronté à un taxi-moto qui décède, dont j'avais fait connaissance par hasard, et qui décède 1 ou 2 mois après à l'hôpital par manque de moyens, quoi. Et d'ailleurs, j'avais été le visiter à l'hôpital une fois, et j'ai vu sous mes yeux des personnes mourir, quoi. C'est un véritable mouroir. Je suis confronté aussi alors aux enfants de mon ami là qui m'avait fait venir, euh, qui ont des grosses difficultés à l'école. Je me rends compte qu'ils n'ont pas de livres. Les enfants n'ont pas de livres. L'école ne fournit pas ni les fournitures scolaires ni les livres. En fait, vous avez été confronté Vraiment. à une réalité Oui. que vous n'avez pas vue au début, puisque vous êtes resté peut-être dans la Exactement. villa Voilà. au lieu de 3 mètres et au restaurant et au bar. Et finalement, quand Voilà. vous êtes rentré un petit peu dans la population, vous avez vu qu'il y avait un vrai contraste. Exactement, avec des injustices. Et parallèlement à ça, vous avez un président sans critiquer, hein, mais un président dont le père a fait 38 ans. Et bon, c'était quelqu'un d'assez populaire, comme notre président de région Guadeloupe. Vous voyez? D'accord? Mais qui n'était pas bon sur le plan économique et en termes de son bilan. Et vous avez son fils qui a pris la suite suite à un bain de sang en 2005, l'armée a tué près de 10 000 personnes, hein, quand même en 2005 pour qu'il puisse prendre le pouvoir. Et ça faisait 20 ans qu'il était au pouvoir et rien n'était fait, quoi. Et en plus de ça, sur le gâteau, on est le 3 mai, il change la constitution, enfin il valide le changement de constitution sans passer par un référendum. Et ce qui le permet de rester là, de rester voilà, président à vie. Et donc, vous êtes confronté donc à une autre réalité Voilà. togolaise, à Lomé toujours. Tout à fait. Ok. Et donc, voilà. Donc, là maintenant, qu'est-ce qui se poursuit? Donc là, ça fait déjà 6 mois que vous êtes là ou pas? En Afrique ou bien? Oui. Oui, puisque là, à ce moment-là, on est en mai. On est en mai, donc ça fait à peu près 6 mois et demi que je suis 6 là. mois et demi. Donc, bientôt aussi, vous espérez avoir la nationalité Voilà, tout à fait. béninoise. Tout à fait. Donc à ce moment-là, il me reste quoi? Il me reste peut-être 3 mois, je crois, 2 ou 3 mois à faire. Pour Donc je avoir me la dis tranquillement, nationalité. faut tenir. Ouais. Et ensuite, je vais rentrer, même si je ne dépose pas le dossier, mais au moins, je me dis, j'aurai atteint toutes les conditions. Alors, il y avait un autre élément qui me restait à faire, c'était le test ADN. Donc, je prévoyais de le faire au terme des 6 mois. Pour avoir la nationalité Béninoise, voilà. il faut rester 6 mois Voilà. et faire un test ADN. Oui, parce que alors, dans mon cas, pour être inscrit, c'est un peu compliqué. Pour être inscrit comme expert comptable, je devais, comment dirais-je, avoir le droit de vote. Il y a 2 conditions, il y a 2 types de nationalités béninoises. Vous avez la nationalité béninoise sans droit de vote. À ce moment-là, vous pouvez obtenir la nationalité en résidant à l'extérieur. À ce moment-là, vous n'avez pas le droit de vote. Et moi, pour pouvoir être inscrit en tant qu'expert comptable, il faut avoir le droit de vote. Il fallait le droit de vote. Donc, du coup... le test ADN sert à quoi, du coup? Alors, le test ADN, c'est pour prouver que vous êtes d'origine africaine. D'accord. Tout simplement. Même si vous êtes sénégalais ou Tout à fait. ivoirien, il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir la nationalité béninoise. Voilà, sauf que le test ADN doit être fait dans un laboratoire agréé par le Bénin, c'est-à-dire basé au Bénin. Ça semble logique. Voilà. Donc, là, pour l'instant, vous êtes en attente, donc, du coup, de tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que, toujours, je fais... Confronté aux difficultés que subissent un certain nombre de citoyens ou de personnes au Togo. Et entre-temps, il y a un poète qui s'était fait arrêter en janvier. Et le dossier n'avance pas, quoi. Le dossier... un poète togolais. Un poète togolais. Donc, je suis au Togo toujours. Et si vous voulez, le procès est reporté. Et pourquoi il s'était fait arrêter? Pour un simple couplet où il appelle les Togolais à fissurer le pouvoir sanguinaire et où il dit que chaque Togolais doit faire sa part. Et pour ça seulement, il se fait arrêter. Et moi, ça me scandalise. Et ensuite, il y a un jeune qui s'appelle... et donc, je décide que je vais passer... Enfin,
Vous prenez pas au combat. voilà. Vous êtes déjà togolais, quoi. Oui, c'est-à-dire que je n'aime pas les injustices et je décide d'aider l'opposition Vous togolaise à savez, le faire libérer. Steve, Mm. il y a des injustices en Russie. Hein. On va pas en Russie dire aux gens ne faites pas ci ou ça chez eux. Oui, sauf que moi, je suis afrodescendant. J'ai des origines amérindiennes et africaines, et je ne supporte pas les injustices contre ces deux peuples. D'accord. Après, je dis pas que je ne supporte pas les injustices aussi contre les peuples russes ou russophones ou même chinoises, je dirais. Mais ça va me toucher dans mon cœur, mais je vais pas me mobiliser. Voilà. Et là, Vous je êtes me suis plus touché quand Voilà. c'est un individu qui est peut-être semblable, quoi. On dirait. Voilà, honnêtement, oui. Et donc, en même temps, il y a un artiste du nom d'Amron qui se fait arrêter. Alors, c'est vrai il critiquait la politique du président sur TikTok et il était à la limite de l'insulte. Et il se fait arrêter fin mai, je crois. Il se fait arrêter fin mai et 50 gendarmes l'interpellent chez lui, devant sa famille, armée quoi, de fusils. Et là, ça me scandalise encore. Et le lendemain, sa fille monte sur TikTok, en live, très courageuse. Elle doit avoir quoi, peut-être 9 ans, 10 ans. Et elle dit que son père est innocent, qu'il n'est pas fou. Elle demande sa libération. Et on entend des informations qu'il se fait torturer et qui se fait piquer pour si vous voulez, pour justifier le fait qu'il soit fou, quoi. D'accord. Donc on essaie de le rendre fou, entre guillemets. Voilà, voilà. Enfin, c'est ce qui est dit en tout cas. Voilà. Ok. Donc là, du coup, Là, vous prenez votre tête de là, Superman. Là, c'est fini. Là. ouais, c'est fini. Et ensuite, le dernier élément, j'entends des informations disant qu'un certain Damiba prépare avec ses camarades, prépare un coup d'État contre Ibrahim Traoré. Ok. Ouais, et donc j'ai des informations qu'il fait des allées-venues entre Lomé et le nord du Togo. Mais si vous avez, bon, j'essaie de comprendre, hein, Mm. si vous avez ces informations-là qui sont arrivées Mm. à votre niveau, Mm. vous qui êtes là depuis moins d'1 an, Mm. ce sont des informations faciles à avoir. En tout cas, Si, moi, je sais pas, si quelqu'un prépare un coup d'État, pour moi, c'est tellement secret que quand ça arrive, on peut imaginer, par rapport peut-être à l'envergure de la personne, mais se dire que un citoyen, et qui n'est même pas encore citoyen du pays, entend parler de ça, est-ce que c'est peut-être pas un peu risqué? alors c'est-à-dire que, enfin, je vais pas vous raconter ma vie, mais c'est vrai que, alors, je ne suis Ceci pas, dit, on est là pour en parler. je ne On suis est là pas, pour comprendre. je ne suis pas espion, mais Ah, j'ai vous avez des affinités d'espionnage. oui, j'ai des compétences d'espionnage sans être arrogant. D'accord. Et donc, j'ai des compétences en matière de collecte d'informations, de renseignements et d'espionnage. Et donc, j'avais ces informations qui étaient quasiment sûres à 100%. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de prendre mes responsabilités et de ne pas rester les bras croisés. D'accord. Et donc, Et donc, il y a un appel à manifestation le 6 juin. Au que départ, vous avez eu, c'est un appel à manifestation publique? alors ou par bien- des jeunes, voilà. D'accord. Alors, c'est Amron qui avait lancé l'idée avant de se faire arrêter. Et c'est les jeunes, les 8 jeunes Qui ont repris. Togolais qui sont basés en France, qui ont repris l'idée et qui appellent à manifester Au Togo. le 6 juin au Togo. D'accord. Mais Oui. eux, ils viennent ou pas? Ils restent en Non, France? non, eux, ils sont en France. D'accord. Et au départ, du coup, je ne veux pas y aller. Parce qu'avec mon expérience, je sais que c'est un véritable traquenard, sachant que les manifestations sont interdites au Togo, D'accord. de facto, puisque bon... Et finalement, dès que- qu'est-ce qui se voilà. passe? Et ben finalement, je décide d'y aller parce que toujours pareil, selon mes informations, je me rends compte qu'il y aura beaucoup de jeunes. Donc moi-même qui à ce moment-là j'ai quel âge, 44 ans, je me dis que bon, je vais les encadrer et puis je vais leur donner un coup de main quoi. Ok. Et donc la manifestation a lieu. Donc On est le 6 d'accord juin. que ce sont des jeunes que vous connaissez pas, hein? Non, D'accord. je les connais pas, mais j'épouse la La cause cause. togolaise quoi. On est d'accord. Vous Et êtes donc, déjà je togolais. les connais ni d'Adam ni d'Ève, je les suivais juste sur les réseaux sociaux, sur Facebook et TikTok. Et donc le 6 juin, je vais à la manifestation à contre-cœur. Et d'ailleurs, c'est un camarade qui a vraiment insisté pour que j'y aille. Et donc j'y vais.
On n'est pas très nombreux, mais ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que bon, on a fait notre petite mobilisation et tout. Et à 11h, C'est quoi une petite mobilisation? Vous mettez le feu, vous mettez des pneus? alors, ce qu'on a fait, c'est on a fait bon, des petites barricades avec des pneus. On a mis des pneus sur la route. C'est pas vraiment petit, ça. Ouais. Une petite mobilisation, je mets un t-shirt blanc, je marche dans la rue avec un panneau. Alors, le problème, c'est on n'avait pas la possibilité de se déplacer. Parce que c'était une manifestation interdite. Donc, on D'accord. était Donc vous êtes statique. resté Statique. sur un point Ouais. stratégique peut-être? Voilà. En fait, on était à l'entrée de la route qui mène au palais présidentiel. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc oui, Donc, donc vous avez, ça s'appelle un trouble à l'ordre public. Oui, voilà. C'est-à-dire que D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez été arrêté. ouais, tout à fait. Et en fait, bon, pour résumer, on a mis donc des pneus sur une route et après on a mis quelques petites barricades sur une route adjacente, mais rien à voir avec ce qui se passe en Guadeloupe, hein. C'est juste des petits étalages qu'on posait D'accord. et vers 11h, vers 11h du matin. Alors j'ai oublié qu'effectivement les gendarmes remettaient les étalages, mais délicatement sur le bord de la route. On n'a rien cassé, hein. Même les gendarmes faisaient très attention à ne pas casser le matériel des dames, Ok. des commerçants, parce qu'il faut savoir que leurs bénéfices représentent à peu près 1000 francs par jour. D'accord. 1000 francs CFA par jour, ce qui représente 1 euro. Et ce sont des dames des dames qui ont très souvent des familles de 3 ou 4 enfants, quoi. Donc, Ah non, oui. je veux dire, on n'a rien cassé. Ok. Rien cassé. Mais, et donc, vers 11h, on décide de quitter la manifestation. Et donc, moi, je vais un peu plus loin. Et c'est vrai que mon erreur, au lieu de rentrer chez moi, je me pose à un côté, dans un petit endroit un peu à l'abri, et un petit peu ombragé, on dira. Et j'attends mon camarade. Et c'est sur le coup de 14h. Donc, effectivement, mon camarade est vraiment en retard, quoi. Et sur les coups de 14h, j'ai un deuxième camarade qui me contacte pour savoir où je suis. Et mon erreur monumentale, c'est que je lui indique ma position. Sur le coup, il trouve pas, donc je lui transmets mon téléphone pour une dame qui vendait de l'essence au bord de la route, Mhm. et elle lui indique ma position exacte. D'accord. Et mon erreur, c'est qu'en plus, lui, je le soupçonnais d'être un espion dès le départ, dès que j'ai fait sa connaissance, mais bon, euh, je lui ai fait confiance. Et donc, comme dit, comme fait, au bout de 5 ou 10 minutes après son appel, je le rejoins. Enfin, il me rejoint. Et le temps que je me lève pour vers lui, les gendarmes, Vous encerclez. je vois un camion de gendarmes qui débarque et un Donc il véhicule. vous a piégé. Ouais, moi, il m'a piégé. Alors lui, bon, on a débriefé après. Il me dit qu'ils l'ont suivi, mais je pense qu'il m'a piégé. Il m'a piégé. En fait, Vous c'était un avez, espion du régime. vous avez pu débriefer avec lui après l'arrestation? Oui, on a débriefé. On est toujours en contact. Je- Ah, quand on vous a libéré. Ou Oui. bien pendant votre séjour. Non, non. Pendant mon prison. séjour, j'ai eu les informations que il était venu, il avait été convoqué alors, au SRIC, c'est là où j'étais en détention, et qu'il avait été libéré. D'accord. Et- Alors comment ça se passe? On vous arrête vers 14-15 heures là. Mhm. Vous êtes brutalisé peut-être un peu? Ouais, ils m'ont jeté à terre et puis ils m'ont menotté. Donc ensuite, ils m'ont mené au SRIC, ça s'appelle le Service central de répression et d'investigation criminelle. Et il se trouve que le camarade qui devait venir me chercher, à ce moment-là, il arrive. Il arrive D'accord. à l'endroit où il devait me récupérer et il m'appelle. Il m'appelle. Et donc, je vais pas être trop long. Et donc lorsqu'il voit son appel, il décide de l'interpeller. Donc, Aussi. ouais. Et donc, D'accord. on est. Donc, Voilà. on vous a interpellé tous les deux. Vous êtes en prison. Voilà. Je crois que vous avez fait 6 mois, 7 mois. 7 mois dans Ok. en- Dans des conditions très difficile. très difficiles. Est-ce que quand même vous avez la visite de la France ou de la diplomatie française, d'un avocat? Comment ça se passe les détentions? Alors, les trois premières semaines, je n'avais Aucune information, visite. aucune visite. J'étais totalement coupé du monde. J'avais une camarade. On vous nourrit quand même. Voilà. On me nourrit. Mais heureusement, j'avais 23 000 francs lorsque j'avais été arrêté. Sur vous. Sur moi, donc du coup, au départ, j'achetais à manger. Et j'avais une camarade qui m'emmenait des repas, mais il lui laissait pas
il n'autorisait pas à me remettre les repas ni à me visiter. Très bien. Steve Rouillard, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Amadou Clémence, pour votre invitation. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission.